Voici ma colonie de fourmis moissonneuses. Bien qu'elle ait commencé dans un petit tube, au cours des 30 derniers jours, la colonie s'est agrandie de manière impressionnante. Pendant ce mois, j'ai documenté leur mode de vie, y compris la chasse, la construction d'abris, l'alimentation et plus encore. Et puis j'ai même introduit des prédateurs et des proies spéciales pour simuler des scénarios réels dans la nature. Pour comprendre comment tout a commencé, nous devons revenir au premier jour, où toute ma colonie était confinée dans un seul tube. Et bien qu'elles soient petites, elles sont déjà extrêmement puissantes. Pour le démontrer, j'ai mis un verre de farine vivant à l'intérieur. La colonie est immédiatement passée en mode défense et les ouvrières ont envahi le verre. Pendant que la moitié des fourmis utilisaient leurs mandibules pour écraser l'exosquelette du ver, l'autre moitié se rassemblait autour de la reine et des larves pour les protéger de la menace potentielle. Avec leurs dards, elles ont injecté un venin puissant dans le ver pour le paralyser. Le ver n'avait aucune chance et allait servir de nourriture à la colonie pour les jours à venir. Cependant, je pouvais voir que la colonie devenait trop grande pour ce petit tube, et elles essayaient même de s'échapper. J'ai donc décidé de les installer dans une maison plus grande. Voici un nid hybride, et il va devenir leur nouveau foyer. J'ai connecté un tube en vinyle et, rapidement, l'une des fourmis a commencé à explorer le nouveau nid. Après l'avoir découvert, elle est retournée à son nid d'origine pour informer le reste de la colonie de cette nouvelle terre. Lentement, au cours de la journée, toutes les fourmis ont déménagé dans le nouveau nid. J'ai laissé la colonie s'adapter à son nouveau foyer pendant quelques jours. Mais au 6e jour, je me suis ennuyé de simplement regarder les fourmis dans un nid en plastique. J'ai donc voulu construire leur premier habitat réel avec des proies et des prédateurs vivants. Un désert. Pour la construction, j'ai commencé par une couche de drainage. Puis j'ai ajouté un mélange de sable et de fibres de coco pour le sol. J'ai ensuite ajouté des rochers, du bois et des cactus. Pour faire, vous savez, désert. Le désert était terminé, alors j'ai connecté les fourmis avec un autre tube en vinyle. Rapidement, quelques ouvrières se sont aventurées dans ce nouveau territoire. Pour encourager la colonie à explorer davantage ce désert, j'ai parsemé quelques-unes de leurs graines préférées dans l'habitat, des graines de pissenlit. Et disons simplement que ces graines ont poussé les fourmis à envahir le désert, chacune apportant sa part de nourriture à la reine. Mais une fourmi est allée un peu trop loin dans le désert et elle a trouvé ce petit trou. Pensant qu'il n'y avait rien, elle a pris la pire décision de sa vie et y est entrée. Quelque chose l'attaquait et la fourmi ne pouvait rien faire. Vous voyez, plus tôt dans la journée, j'avais placé des larves de fourmillons dans le désert. Ces créatures creusent des trous dans le sable et attendent qu'une fourmi malchanceuse comme celle-ci tombe dedans. Mais cette fourmi n'allait pas se laisser faire sans se battre et a agrippé le fourmillon avec ses mandibules. Le fourmillon perdait et n'avait même pas une bonne prise sur la fourmi. Mais il était plus intelligent et a utilisé sa capacité à creuser pour l'entraîner sous le sable, où elle a disparu à jamais. Même si les fourmis aimaient le désert, elles devaient faire attention aux prédateurs dangereux. Par ailleurs, je voulais ajouter une proie spéciale adaptée à cet environnement pour apporter une source solide de protéines. Permettez-moi de vous présenter les haricots sauteurs mexicains. Ils ressemblent à des grosses graines, mais en réalité, ils bougent. C'est parce qu'à l'intérieur de chaque haricot se trouve une petite chenille qui se transformerait en papillon de nuit. Si les fourmis ne les mangeaient pas d'abord. Parce qu'elles vont les manger. Honnêtement, je pensais que les fourmis allaient immédiatement envahir les haricots sauteurs et creuser pour atteindre les chenilles à l'intérieur. Mais en réalité, elles n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. J'ai donc dû ouvrir les haricots moi-même et placer les chenilles juste à côté de la colonie. Et bien sûr, les fourmis ont adoré les chenilles tendres qu'elles pouvaient couper en deux avec leurs mandibules. Ok, c'est assez brutal, pour être honnête. La colonie a commencé à accumuler des réserves de nourriture avec des graines et des chenilles. Et bien sûr, c'est ce qui a poussé la reine à pondre de plus en plus d'œufs. Après seulement quelques jours, la population de la colonie était prête à exploser. Pour préparer l'arrivée de toutes ces nouvelles fourmis, j'ai décidé de construire un nouvel habitat à explorer, avec de nouveaux prédateurs et proies. Dans ce terrarium en forme étrange, je vais construire une forêt tropicale. Honnêtement, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors je vais simplement vous montrer les étapes accélérées. Et voilà! Je vais d'abord remplir cette forêt tropicale avec des graines de pâturin de Kentucky.
puis ajouter des drosophiles sans ailes pour que les fourmis aient encore plus de nourriture. Bien sûr, là où il y a de la nourriture, les fourmis explorent. En quelques minutes, elles envahissaient leur nouvel habitat. Les drosophiles sans ailes étaient de la taille idéale pour les fourmis. Et une seule fourmi pouvait les ramener au nid. Mais ce n'était qu'un paradis rempli de nourriture. Il y avait aussi des prédateurs. Cette fourmi va la prendre à ses dépens. En faisant un mauvais tour, elle s'approche trop près d'un piège à mouches Vénus. La fourmi se rapproche tout doucement et ne se doute pas du piège. En s'y aventurant, elle est tombée dans le piège. Au fil des jours, la plante carnivore dissoudra la fourmi en nutriments. Lorsque la fourmi était occupée à inspecter les lieux, le piège à mouches a commencé à se refermer doucement sur la fourmi, l'empêchant ainsi de s'enfuir. Vous pouvez voir la fourmi bouger à l'intérieur. Et comme prévu, au fil des jours, la plante a commencé à produire un type d'acide qui dissout la pauvre fourmi en nutriments. Mais les plantes carnivores n'étaient pas la seule chose dont les fourmis devaient se méfier, car je m'apprête à introduire un prédateur féroce dans la forêt tropicale. Quelque chose de menaçant avec une excellente vue et de puissants crochets venimeux. Tout le monde, s'il vous plaît, accueillez Jeremy, mon araignée sauteuse. Je n'ai pas nourri Jeremy depuis plusieurs jours. Donc je m'attends à ce qu'il commence immédiatement à manger les fourmis. Attendez, quoi? Bon, il se trouve que Jeremy est un peu timide devant la caméra et s'est instantanément caché dans les plantes. J'ai essayé de le pousser dehors pour que je puisse le filmer en train de manger des fourmis, mais il est allé se cacher dans un autre endroit où je ne pouvais même plus le voir. Eh bien, Jeremy est dans cette forêt tropicale et quand il décidera de sortir, les fourmis auront intérêt à être prudentes. Ouais, nous étions maintenant au jour 23 et aujourd'hui je voulais simuler des catastrophes naturelles. Non seulement dans la forêt tropicale, mais aussi dans le désert pour voir comment les fourmis réagiraient. Bien sûr, dans le désert, je vais créer une tempête de sable. Alors j'ai sorti mon sèche-cheveux et je l'ai allumé. Le sable a commencé à voler partout et les fourmis qui exploraient ont dû faire de leur mieux pour s'accrocher aux grains de sable qu'elles pouvaient. Mais dans la forêt tropicale, un brouillard a commencé à s'installer et un orage est apparu de nulle part. Cette pluie jouera un rôle essentiel pour s'assurer que la colonie de fourmis ait suffisamment d'eau pour subvenir à leurs besoins. La simulation de 30 jours touchait à sa fin. Et aujourd'hui, au jour 28, je voulais voir comment les fourmis réagiraient à un intrus dans leur nid. L'intrus que je vais introduire dans le nid est ce cafard d'Oubia. J'ai donc retiré la vitre et mis le cafard à l'intérieur. Il a immédiatement rampé jusqu'au fond du nid où il n'y avait aucune fourmi. Pour être honnête, je pensais que les fourmis allaient immédiatement se jeter sur le cafard. Mais il a fallu quelques minutes avant que la première fourmi entre en contact avec lui. La fourmi a été super effrayée et est tombée sur le dos. Mais le cafard était tout aussi effrayé et s'est précipité vers la sortie du nid. Il a ensuite rampé dans le désert, ne se faisant plus jamais voir. Heureusement, la reine est restée indemne et la colonie a pu vivre un jour de plus. Au cours de ces 30 jours, les fourmis sont passées d'un petit tube à un nid prospère avec plusieurs écosystèmes. Bien que certaines fourmis aient été perdues face aux prédateurs, les survivantes ont pu prospérer jusqu'au jour 30. Au fait, c'est seulement ma 5e vidéo, donc si vous l'avez appréciée, merci de vous abonner. Cela compte beaucoup pour les nouveaux créateurs comme moi. Je ferai plus de vidéos sur ces fourmis à l'avenir. Alors laissez en commentaire un nom pour la colonie et quelques idées. Merci d'avoir regardé.